Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition de Scène de Presse du 15 janvier 2023. La reprise des travaux d'achèvement du complexe sportif de Lembe est annoncée ce lundi. L'entreprise McGill Construction Corporation, une filiale du groupe français Fayol, l'a confirmé vendredi dernier au terme d'une visite conjointe sur le site. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique et les responsables de McGill se sont retrouvés sur le terrain pour s'accorder sur les modalités de la poursuite des travaux. Il convient de rappeler que la démarche commune, MINSEP et McGill, intervient après une semaine d'intenses échanges épistolaires abondamment relayés par la presse. Nous en parlons ce soir à Scène de Presse, mettant en avant la réussite probable des négociations en cours pour l'achèvement du chantier qui a démarré en 2017 par l'entreprise italienne Gruppo Piccini, repris en 2019 par le Canadien McGill et en arrêt depuis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et ce soir, nos invités sur le plateau, c'est en premier, Maître Claude Assira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, enseignant de droit à l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est exact. Alors, Maître, je commence par vous. À la base de la dispute entre l'État du Cameroun et McGill, il y a un contrat commercial, un contrat qui, semble-t-il, n'a pas été respecté par les parties. Vous en convenez avec moi que c'est ça le problème? C'est difficile à dire. Il faut toujours être... Moi, j'invite toujours, chaque fois que je suis moi-même un orateur invité sur les plateaux, à la prudence. Il est très difficile d'avoir une opinion juridique ou civique sur un dossier dont on n'a pas eu connaissance entièrement. Donc pour pouvoir avoir connaissance de ce contrat, il aurait fallu être parmi les parties ou éventuellement dans un environnement relativement confiné. Très souvent, il suffit d'une clause pour pouvoir modifier la compréhension qu'on peut avoir d'une convention. Donc il vaut mieux souvent ne pas être trop prolixe ou éventuellement se presser de faire des commentaires qui peuvent éventuellement se révéler par la suite un tout petit peu risqués. En l'occurrence, il aurait la faute peut-être à la presse qui a relayé des documents, des communiqués, qui nous a dit un tas de choses qui font croire que derrière cette affaire, il y a des enjeux énormes peut-être. Il y a forcément des enjeux dans un contrat, il n'y a qu'à voir les sommes qui sont mises en œuvre, il y a des questions de prestige s'agissant d'un État, il y a des questions d'image s'agissant d'une société. Donc tout cela intervient habituellement dans la négociation et la réalisation des contrats, sans compter qu'il s'agit d'une infrastructure qui a été annoncée comme étant majestueuse. Donc vous avez aussi, quelque part, qu'on le veuille ou pas, une dimension politique qu'il faut donner à cet ouvrage dont on sait qu'il est chargé d'une force symbolique relativement importante. Je voudrais vous indiquer simplement que, quoi qu'on dise, aujourd'hui on est relativement chatouilleux sur la façon dont les choses sont gérées, les difficultés qui peuvent intervenir au regard de la compilation des projets commencés et inachevés, dont celui-là vient à nouveau se constituer comme étant un os nouveau dans la cohorte des échecs qu'on a pu parfois rencontrer d'ici de là. Donc en gros, remettre en œuvre souvent la question de la gouvernance d'une façon globale, qui est une question politique. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui cristallisent les enjeux et l'intérêt qu'on peut entendre. En face de vous, il y a Gabriel Loga. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Séverin et bonsoir aux panélistes de ce soir, Maître Assira, Monsieur Jean-Baptiste Biaillé, et j'ai dit également merci pour l'invitation qui nous est faite pour parler de ces sujets importants, à savoir le complexe sportif de Lembe. Vous êtes journaliste principal hors échelle, chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Merci une fois de plus d'être venu. Vous étiez au stade vendredi dernier lorsque le ministre et le vice-président de McGill sont descendus sur le terrain. Lorsque vous avez vu ce chantier, on a annoncé que les travaux reprennent demain. Il y a des chances que ce chantier reprenne vie? Il faut dire que nous sommes habitués de ce lieu depuis pratiquement 4 ans. Maintenant, pour répondre à la question, permettez-moi de commencer par une image. L'image, c'est celle d'un mariage, un mariage qui réunit les époux. Et il s'avère que lors du cheminement,
des problèmes surgissent qui peuvent parfois fatalement conduire à un divorce. Dieu merci, ce n'a pas été le cas avec le complexe sportif de Lembe. Le contrat existe depuis longtemps. La descente a été faite vendredi dernier. Et quand vous êtes dans un mariage, il faudrait peut-être que lorsque vous avez des amis qui vous donnent des conseils, qui vous disent il faudrait faire ci ou ça, vous pouvez revenir à de meilleurs sentiments. Et je crois que c'est le cas avec l'entreprise McGill, après avoir renoncé ou annoncé la résiliation, est revenu à sa position antérieure pour dire que les travaux vont recommencer demain lundi. Mais il faudrait dire que pour que les choses soient réalistes, il faudrait passer l'étape des déclarations d'intention et faire le travail parce que les Camerounais attendent. Nous avons vu toute cette littérature autour du complexe sportif de Lembe. Donc, ce qu'on peut dire, les travaux demain, c'est le 16, ce n'est pas dans un mois. Un bon reporter devrait descendre à l'Olympie pour voir effectivement si les travaux ont commencé. Mais il faudrait peut-être dire que chaque partie doit respecter la parole donnée. Peut-être on va revenir sur ce détail tout à l'heure, mais si cela est le cas, d'ici quelques années, nous aurons l'ensemble, l'entièreté du complexe sportif de l'Olympie. Alors, en face de vous, c'est Jean-Baptiste Biaye qui a répondu à notre invitation. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Prospective Nouvelle, chef de la cellule de communication de la Fédération camerounaise du cyclisme, ancien membre de la commission communication de la CAN féminine, membre du Conseil national de la communication. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah ben tout ça pour moi seul. Je suis venu parler du complexe d'Olembe, mais vous m'avez gratifié là d'un certain nombre de titres dont on parce que vous êtes un habitué des milieux du sport. Oui, ça au moins. Alors, à tort ou à raison, au regard du retournement de situation que nous avons vécu vendredi dernier, on peut bien penser que McGill et le maître d'ouvrage, le ministère des Sports, ont initié une démarche honorable en vue de trouver une voie de conciliation. Donc, demain, le projet, il va reprendre. Ben, avant toute chose, permettez-moi de dire en guise de prologue que les infrastructures sportives au Cameroun ont été l'initiative de M. le Président de la République dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun devrait organiser plus de 50 ans après celle de 1972. Et donc de ce point de vue-là, le complexe d'Olembe naît dans ces circonstances-là. C'est-à-dire qu'il y a des grandes ambitions pour des grandes réalisations. Et la jeunesse a rêvé de ce cadeau, entre guillemets, présidentiel. Parce que j'ai souvent coutume de dire que lorsque la question m'a été souvent posée, ici et là, que le président Biya a son avenir derrière lui. C'est-à-dire que les infrastructures qu'il veut laisser à la postérité ne lui appartiennent pas en réalité. Et donc de ce point de vue, je pense que les uns et les autres devraient comprendre qu'il y a intérêt à préserver ces acquis-là. Ça, c'est ce que je souhaitais dire en guise de prologue. La deuxième chose que je souhaitais dire, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs dans ce dossier qui peut être, à tort ou à raison, considéré comme scabreux, puisque en réalité, à la base, un peu scandaleux, en tout cas eu égard à un certain nombre de correspondances qui ont fuité tantôt dans les réseaux sociaux, soit dans les administrations, et qui se sont retrouvés dans la presse pour opposer d'un côté un certain nombre de hiérarques de notre pays et de l'autre les responsables à charge de la construction, n'est-ce pas, de cette affaire. Mais ce travail a été fait par la presse. Est-ce que la presse n'a pas vérifié les faits avant de les publier? Oui, mais vous savez qu'en ce moment, tout le monde dit n'importe quoi avec les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Et l'opinion se fait autour de ce qu'on entend. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, un certain nombre d'acteurs d'ici et là
ont plus péché en pensée, en parole, par action et par omission, comme dit la prière que vous-même vous connaissez très bien. C'est pour ça que vous avez parlé avec les mains croisées? Bon, je ne suis pas entré. Non, pas du tout. Ce n'est pas une prière que je voudrais faire. Mais je voudrais simplement dire à toutes fins utiles que une fois que, après 2 semaines de conflits larvés, d'amitié lézardée, entre des personnes qui pouvaient s'asseoir sur une même table et parler sereinement pour que on arrive à une solution intéressante. Ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, je pense qu'avec tous les débats enflammés sur les plateaux de radio et de télévision, il faut qu'on pense à demain. Et à demain, il faut penser maintenant à ce que McGill, puisque l'engagement a été pris vendredi dernier, McGill puisse continuer la construction de ce stade, en tout cas de ce qui reste encore à construire, puisqu'il y a une première phase qui n'est pas achevée, mais également il y a une seconde phase, et de l'autre côté le maître d'ouvrage, puisque sur la table de négociation, les deux aussi se sont engagés à ce que, n'est-ce pas, les travaux reprennent. Il faut effectivement que ces travaux reprennent. Et moi, pour l'instant, en tout cas, au moment où nous produisons cette émission, je suis encore Thomas, étant entendu que dès lundi demain, il faudrait qu'on se descende véritablement sur le terrain pour voir si effectivement il y a un début, n'est-ce pas, de ce travail-là qui a commencé. Parce que Gabriel Loga le disait tout à l'heure, on peut être habitué à ce que les gens fassent des annonces spectaculaires sur les chaînes de radio et de télévision et en Mondovision, mais la concrétisation de ce qu'ils disent, parfois ne suit pas. Donc il faudrait qu'on voit effectivement que les uns et les autres sont conscients de la responsabilité qui les incombe à achever ces travaux-là, et bien pour que cela se passe, en tout cas dans l'opinion, on puisse comprendre que ce qui était considéré à tort ou à raison comme un scandale hier ne puisse pas perdurer. Je rappelle que nous avons pris la peine de contacter les responsables de McGill pour avoir quelqu'un sur le plateau. Notre démarche a été infructueuse, malheureusement, pour des raisons pas encore connues. On ne pouvait pas avoir quelqu'un d'autre venant de McGill sur ce plateau. Qu'à cela ne tienne, les équipes de la CRTV étaient sur le terrain lors de la visite conjointe. Ils ont pu ramener des déclarations de McGill que nous allons écouter tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir notre ami Lindovi Ndio. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir au panel et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV. C'est toujours difficile de vous avoir en scène de presse. Oui, c'est vrai, le dimanche est un jour un peu compliqué pour les quotidiens. Mais quand on a le devoir de servir les concitoyens qui sont de l'autre côté et qui ont peut-être le bonheur de connaître les affaires de la République en passant par nous, on a ce devoir-là. D'être toujours au rendez-vous. Lindovi Ndio, il est journaliste responsable du bureau de la Nouvelle Expression à Yaoundé. Alors, vous avez suivi comme tout le monde cette annonce faite vendredi dernier, à savoir que les travaux reprennent au complexe sportif de Lembe demain, lundi 16 janvier. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, disons que je ne vais pas dire qu'on a menti au peuple camerounais. Mais je dirais que je n'attends pas la reprise des travaux demain. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de préalables qui n'ont certainement pas été réglés. Les travaux sont à l'arrêt parce que il y a un problème d'accord sur la gestion des 42 milliards. Et avant que ce problème n'explose sur la place publique, il y a les sous-traitants qui en avaient déjà fait l'annonce. Je crois depuis avril 2021, j'avais eu peut-être le privilège en son temps, je m'étais retrouvé sur le terrain avec un confrère du Messager et on s'était rendu compte en fait que les sous-traitants, qui en réalité sont ceux qui construisent le complexe sportif d'Olembe, manifestaient et réclamaient le paiement de leurs factures. Et donc à ce jour, on est pratiquement à 1 an et demi, ces factures ne sont pas payées. Et donc, les travaux sont à l'arrêt en raison du fait qu'il y a de l'argent qui a été débloqué
et qui n'est peut-être pas arrivé chez ceux qui faisaient le travail sur le terrain à Olembe. Et donc, jusqu'au moment où nous entrons dans ce studio, j'avais encore confirmation de 3 ou 4 sous-traitants. Il faudrait attendre demain c'est lundi. Qui, effectivement, non seulement n'ont pas perçu de l'argent, mais en plus, n'ont pas été associés aux négociations. Et d'ailleurs, le communiqué du ministère des Sports, qui a été signé par un de nos membres du panel, effectivement, n'a pas dit qu'ils ont été payés. En revanche, le ministère des Sports demande que ce point, c'est-à-dire l'apurement de la dette des sous-traitants, soit un point. Mais ce communiqué, c'était avant la descente ou après la descente? Après la descente. Après la descente. Ok. On espère que les choses vont avancer, c'est le souhait de tout le monde. C'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État, qui en est le promoteur, l'initiateur. Qu'il soit à l'arrêt à ce jour n'honore personne, que ce soit les partis en conflit aujourd'hui, que ce soit les autres acteurs qui travaillent dans le cadre de ce projet. Nous espérons que ce qui a été dit vendredi dernier sera fait dès demain. Le maître d'ouvrage MINSEP et le prestataire McGill ont convenu d'une descente à Olembe, nous l'avons dit, pour dissiper les malentendus et faire avancer le chantier qui intègre, selon les prévisions, le stade principal qui est déjà fait et des infrastructures connexes, notamment un hôtel, un centre commercial, des salles de cinéma, une piscine olympique, un gymnase pour les sports de demain, par exemple le handball, le volleyball, le basketball, des cours de tennis, c'est tout un package. Prenons les réactions des acteurs principaux. D'abord Franck Matière, le vice-président de McGill, lui qui annonce la reprise des travaux ce lundi. Nous avons rencontré un très grand malentendu, essentiellement parce que quand les gens ne se parlent plus et que les courriers suivent, eh ben, on ne comprend plus chacun sa position. Différentes réunions ont eu lieu cette semaine afin que chaque partie puisse exprimer ce qui est en attente, ce qui est à clarifier. Le point aujourd'hui d'ordre est: nous sommes entendus, nous allons travailler sur différentes réunions pour pouvoir résoudre différents problèmes qui ne sont pas des points majeur et bloquant, mais comme vous le savez, ça fait 1 an qu'après cette magnifique CAN, chaque chose a pris des dossiers différents, des priorités différentes. Aujourd'hui, nous avons un point sur les levées de réserve qui ne font pas l'objet de problèmes pour l'entreprise et les sous-traitants. C'est juste des points de levée où chacun attendait des clarifications après la CAN. Le stade, encore une fois, 32 points de réserve sur un magnifique projet de 2 stades d'annexe et un stade d'entraînement principal n'est pas un enjeu. 32 réserves. Dans d'autres projets, on parlerait de milliers de réserves. 32 n'ont pas d'impact majeur et la question est simple. Nous allons reprendre dès lundi la levée de ces réserves avec les sous-traitants et les partenaires afin de pouvoir clarifier ce point-là. L'hôtel et le centre commercial aujourd'hui ne sont pas un fantôme, vous l'avez vu. Je peux comprendre que la conception dans l'ouvrage elle-même puisse poser question. C'est pas une tour, c'est pas un centre commercial indépendant, tout est incorporé dans l'ouvrage. Mais ces chantiers-là existent et vont aussi reprendre avec toute la partie des demandes de clarification qui sont faites au maître d'ouvrage, essentiellement liées à des futurs concessionnaires. On ne livre pas un hôtel clé en main, vous devez avoir le concessionnaire, l'opérateur qui doit être intégré au projet. Le second point, c'est ce que nous avons appelé la phase 2. Le gymnase, la piscine et le club de tennis. Aujourd'hui, comme vous le savez, McGill a hérité de ce projet-là et n'en est pas le concepteur. Nous avons tout simplement demandé au gouvernement et au ministre des Sports d'avoir des clarifications sur ce qu'ils attendent suivant le cahier des charges qui a été préétabli. On ne doit pas commencer pour casser ou se remettre en attente. Ce projet-là arrivera au bout, c'est l'engagement qui a été pris par l'entreprise et c'est l'engagement qui a été renouvelé entre le gouvernement et McGill, le partenaire de l'État du Cameroun, sur l'accomplissement de ce projet-là. Je le répète, nous avons pu ralentir, nous avons pu avoir des discussions, mais nous n'avons jamais quitté ni abandonné l'État du Cameroun et encore moins le peuple camerounais. Je vous invite à présent à regarder le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, très attaché à l'idée de la livraison du complexe sportif de Olembe dans son entièreté. Nous avons relevé, en tant que maître d'ouvrage, que au lendemain de la CAN, il y a eu un relâchement. Je t'ai même tenté de dire une interruption des travaux à Olembe. Cela est valable pour quelques autres infrastructures encore,
pour lesquels les problématiques ne sont pas tout à fait pareilles. Et nous appelons d'ailleurs à une vigilance accrue sur ces infrastructures auxquelles une attention particulière est accordée par le MINSEP. Alors, une interruption des travaux, en dépit des importants moyens financiers, des importantes ressources financières déjà mobilisées par l'État et mises à la disposition de l'entrepreneur, à la disposition de l'entreprise McGill. Nous sommes là aujourd'hui pour d'abord réaffirmer la détermination du président de la République à offrir au peuple camerounais le complexe d'Olembe dans son entièreté. Parce que voyez-vous, s'il ne s'agissait que d'un stade de football classique, on ne parlerait plus d'Olembe, puisque la CAN a pu se tenir ici. Mais l'on a voulu d'Olembe comme un complexe sportif unique en son genre en Afrique, avec un hôtel, avec un centre commercial, des salles de cinéma, et une deuxième composante intégrant une piscine olympique, un gymnase où des sports de main peuvent se pratiquer, le handball, le basketball, le volleyball, ou également on puisse trouver des cours de tennis. C'est à cet égard que nous sommes là aujourd'hui pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République de faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence et la nécessité pour elle de reprendre les travaux dans le cadre du contrat que cette entreprise a passé avec l'État du Cameroun. Entre les lignes, je retiens une chose, c'est que les deux parties sont quand même conscients du fait qu'il faut recommencer les travaux, il faut les boucler. Chacun le dit à sa manière. Maintenant, ces travaux, on annonce que ça doit commencer demain. Quand on a écouté, il y a quand même espoir pour ça. Vous savez, tout le monde dit l'espoir fait vivre. Il y a beaucoup de problèmes, c'est un fait, qui tiennent surtout du fait que McGill, qui a été choisi à la suite de son prédécesseur italien, Piccini, est obligé en quelque sorte d'assurer le prolongement d'un projet dont il n'était pas l'initiateur au départ, avec évidemment le foisonnement de difficultés, qui sont des difficultés réelles, qui de mon point de vue ne sont peut-être pas en elles-mêmes à l'origine le fait de l'une ou de l'autre partie, mais que les deux parties doivent s'entendre, sur lesquelles les deux parties doivent s'entendre pour pouvoir avancer. Des questions de financement au départ, c'était un financement italien, il faut désormais un financement local. Apparemment, vous avez la levée des réserves dont il a été fait état tout à l'heure, c'est-à-dire, là, en gros, c'est la mise en conformité. Le contrat vous indique que nous voulons voici à peu près ce que nous aurions aimé, une sorte de cahier de charge, de feuille de route. Et lorsque vous le livrez, il va falloir procéder à une vérification de ce que ces travaux qui sont fournis sont bel et bien conformes à ce que en attendaient les parties. Bien. Sinon, il y a des réserves qui sont effectuées et il faut donc pouvoir les mettre aux normes afin de pouvoir obtenir cette levée. Donc toutes ces choses-là sont des problèmes qui sont des problèmes d'une certaine complexité technique. Vous avez à la fois le financement, la technique, le prolongement. Est-ce que le projet tel que il a été conçu au départ par les parties originelles, c'est-à-dire l'État du Cameroun et Piccini, peut être repris sans qu'il n'y ait aucune modification de quelque nature que ce soit par McGill? Voilà autant de problèmes qui, de mon point de vue, avec cette difficulté autre encore que, à part le passif, ou le passé si vous voulez, vous avez également l'avenir, parce que la perspective des Jeux oblige à une accélération des travaux. Voilà, c'est cet ensemble-là qui fait justement ce point. Moi, je vous dis, pour répondre à votre question, à partir du moment où les parties elles-mêmes ont fini par retrouver raison et décider de mettre au moins sur la table l'ensemble des difficultés, nous autres qui sommes de l'extérieur, nous ne pouvons que espérer. Je veux bien penser, on peut avoir les doutes qu'on peut imaginer
à partir de difficultés, de choses moins difficiles qui étaient faites, qui étaient envisagées auparavant et qui n'ont pas abouti, mais donnons toujours une chance à l'espoir. Donc je veux croire, même si ça peut être un peu naïf, que ces problèmes particulièrement épineux, relativement difficiles, ont pu trouver en un coup de baguette magique, voilà, tout le monde, comme touché par la Vierge, qui dès le lendemain décide de rentrer dans de bonnes grâces, dans de bonnes dispositions, et que dès lundi, les choses repartiront. Mais je sais que ça va être très très difficile, quoi qu'en disent les partis. On pourrait avancer quand même, Gabriel. C'est vrai, je voudrais dire que nous avons suivi les deux partis tout à l'heure, qui n'ont pas nié le fait que les problèmes existent. Mais il y a une constance, c'est que c'est un projet qui tient au président de la République. Nous avons une jeunesse talentueuse, sportive, et par le passé, les infrastructures ne suivaient pas ce qui était réalisé sur le plan des résultats sportifs. Je voudrais également dire, peut-être pour revenir un peu en quelques secondes en arrière, nous avions, lorsqu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations, la pression des institutions telles que la CAF et la FIFA qui sont venues au Cameroun, ils venaient pratiquement tous les mois et ils faisaient des propositions, des recommandations et disaient que nous allons revenir le mois prochain. Il faudrait qu'on trouve que ces propositions ont trouvé une suite favorable. Donc on était obligé d'aller vite. On était obligé d'accepter des choses pour que nous allions vite. Il vous souvient que le ministre l'a dit, on est même arrivé à faire un pré-relais à la société McGill pour que les choses s'accélèrent sur le terrain. Et Dieu merci, les choses se sont accélérées. On a organisé une belle Coupe d'Afrique des Nations qui a reçu à l'international 2 grands prix. Maintenant, après la Coupe d'Afrique des Nations, il fallait s'asseoir. S'asseoir pour voir quoi? Pour voir est-ce que les financements qui ont été mis à la disposition de McGill, qu'est-ce que ces financements ont fait? Je pense que le problème a commencé à arriver à ce niveau. Ça n'a pas été possible. Un problème de communication. Un problème de communication. Parce que le ministre a fait pour leitmotiv de regarder de près tout ce qui a été fait. Il est descendu sur les sites qui ont abrité les compétitions. Il faudrait également dire que peut-être parce que par la loi de la proximité, au Lembe à Yaoundé, mais tous les autres sites qui ont abrité les compétitions, qui ont des chantiers, ont des problématiques. Le ministre l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'ils ne sont pas les mêmes. Nous avons Garoua. Il vous souvient qu'à un moment donné, Garoua a failli être extirpé de la liste des sites pour organiser la compétition. Il fallait mettre le bouchée double pour que Garoua soit dans la liste des sites. Donc, c'est des choses... On est d'accord sur cette base-là. Mais quand on a écouté les deux acteurs, les principaux acteurs, vous, en tant que journaliste, en tant que, je dirais, partie prenante, vous pensez que demain, les choses vont redémarrer? Parce que ce qu'attendent les Camerounais, c'est de voir ce complexe achevé. Je pense que ce sont des responsables. Le ministre l'a dit. Je parle ici pour le compte du ministère des Sports. Le gouvernement fera tout ce qui est de son pouvoir. C'est pour cela que les concertations ont commencé. Parce qu'à un moment donné, je vous ai dit, on a failli atteindre l'escalade. Mais à travers les concertations, parce que le ministre des Sports, c'est un juriste chevronné. Lorsque vous venez avec une proposition, un dossier, il vous pose une question fondamentale. Quelle est la base juridique de la proposition que vous êtes en train de faire? Donc, il s'adosse sur les contrats. Et si vous avez lu le communiqué qui a été émis après la visite, le ministre a dit qu'il faudrait que toutes les parties respectent les clauses contractuelles. Je pense que si cela est fait, le débat a commencé, les échanges ont commencé, on va arriver à une situation consensuelle pour que les propositions ou bien les promesses que les engagements les uns des autres font sont importantes, mais l'essentiel, ce que veulent voir les Camerounais, c'est la fin des travaux pour que nous ayons une infrastructure moderne. Il faudrait qu'on le dise, mais également, je pense que c'est autre chose à faire. Il faudrait mettre l'accent sur la communication. J'ai suivi des choses, des vertes et des pas mûres pendant toute une semaine par des personnalités insoupçonnées sur des choses qui ont été remises en question. Par exemple, l'hôtel, par exemple, ceux qui savent comment se font ce genre de projet, ces projets, c'est que c'est un tout.
lorsqu'on organise ou qu'on construit une infrastructure comme Olembe, on était à la Coupe du Monde, on a vu. Parce que les gens souhaiteraient voir l'hôtel qui a peut-être 5 étages à côté, les gens souhaiteraient voir le centre commercial peut-être, mais c'est un tout. Et la dernière fois, quelqu'un a dit que c'est quand vous dites que l'hôtel est sous les gradins, sous les gradins, dans l'imagerie populaire, on ne voit pas un hôtel sous les gradins, on ne le voit pas physiquement. Je le répète, l'hôtel est sous les gradins. Pourquoi? Parce qu'il faudrait voir l'objectif de la construction de cet hôtel. Est-ce que vous savez là où les Lions Indomptables habitent ces derniers temps quand ils sont en stage à Yaoundé? C'est dans une banlieue de Yaoundé. Ils font le tour, ils partent de là-bas pour venir s'entraîner à des dizaines de kilomètres à Olembe. Mais si l'hôtel est fonctionnel, les Lions habiteraient l'hôtel à côté, viendraient faire leurs entraînements et le jour du match, ils viendraient. Ce n'est pas seulement pour les Lions Indomptables de football, c'est un complexe, vous avez dit tout à l'heure, qui va habiter plusieurs infrastructures. Donc si tout cela arrive à la fin, je pense que ça va faciliter l'éclosion des talents sportifs, ça va faciliter la prise en charge des athlètes de toutes les disciplines lorsque ces athlètes sont en compétition. Lindovi, à sa première prise de parole, remettait en doute les déclarations faites vendredi dernier. Pour lui, ayant été en contact avec les sous-traitants, il n'est pas évident que ces travaux reprennent demain. Mais quand on a écouté ces déclarations, Lindo, vous changez d'avis? Disons que j'ai écouté ces déclarations depuis vendredi et jusqu'à cet après-midi, j'ai quand même pu échanger avec un certain nombre de sous-traitants. Il n'y a pas un seul qui m'a rassuré que les travaux reprendraient demain. Et quand vous avez écouté, peut-être que je peux me tromper, on disait que les négociations vont se poursuivre, peut-être que cet aspect-là serait évoqué aussi. Oui, ils ont dit que les négociations vont se poursuivre, mais il y a une constance, c'est que les deux parties ont promis que les travaux reprendraient demain. Et c'est à ce niveau que je pense qu'on se moque du peuple camerounais. On se moque du peuple camerounais, pourquoi? Parce que vous n'avez pas résolu le problème qui s'est posé. Il y a un problème de paiement. De l'argent a été décaissé. En son temps, j'avais pu échanger avec quelques sources auprès du ministère de l'économie et il y a déjà eu un problème au niveau de l'octroi des 42 milliards de francs. Mais quand ces fonds arrivent finalement, la gestion, comment on parvient à ce que des gens vous disent? Parce qu'on a assisté à une guerre épistolaire pendant pratiquement 2 semaines où le ministre des Sports... Je ne veux pas qu'on rentre dans cette guerre-là, on a tout entendu. C'est vrai. Mais nous avons écouté le professeur Assira tout à l'heure, faisons attention parce que nous n'avions pas les éléments objectifs pour apprécier tout ce qui a été dit dans les... La question à vous, c'était de savoir, est-ce que malgré tout, vous avez écouté ce qu'ils ont dit là, pour vous pensez qu'on ne va pas avancer? On ne va pas avancer, puisque vous voulez qu'on réponde de façon très claire et précise. Voilà. On ne va pas avancer simplement parce que le problème de fond n'a pas été résolu. Le ministère dit nous avons versé de l'argent, McGill dit nous n'avons rien reçu. Et puis par la suite, je crois que dans un des extraits de cette interview de Franck Matière, il reconnaît 21 milliards. Au départ, il ne reconnaissait rien. Peut-être qu'ils vont remettre tout ça sur la table pendant les négociations. Certainement. Et puis, mais Lindo, quand ils vont payer, je ne suis pas sûr que vous et moi, nous serons je ne souhaiterais même pas au courant qu'ils vont payer. Je voudrais simplement voir les travaux évoluer, parce que si les travaux évoluent, ça veut dire que le problème est résolu. Mais à partir du moment où ceux qui réclament de l'argent ne l'ont pas reçu et que vous annoncez que les travaux vont reprendre, ce que je sais, et peut-être que je ne vais pas trahir ce qui sera dit dans la nouvelle expression demain, c'est que tant que la dette n'est pas apurée, il n'y aura pas de reprise des travaux, sauf si... Ça, c'est le constat de la presse. Sauf si on a... Oui, c'est le constat de la presse. Mais si McGill a pris cet engagement, c'est McGill qui travaille avec les sous-traitants. S'il a pris cet engagement, ça veut dire que la dette vis-à-vis des sous-traitants sera apurée. Oui, je voudrais naïvement aussi espérer, comme le professeur Assira, que vraiment les choses vont bien se passer, mais j'ai de sérieux doutes, parce que si vous occultez le problème de fond et que vous continuez de manipuler les consciences, vous avez l'impression que vous résolvez un problème, mais vous l'ajournez simplement parce qu'il finira par exploser. En son temps, quand nous avions annoncé qu'il y avait arrêt des travaux, il
il y a un conseiller technique du ministère des Sports qui avait dit que nous avions menti. Et ça, à un moment, je me demandais si on était sérieux. Bon, disons qu'on est sérieux, on est devenu très sérieux. Et la visite de terrain, pour moi, a été quelque chose de très important. Parce que, cette fois-là, on a pu restreindre à un certain nombre d'organes de presse. L'ensemble de la presse a été convié et la presse a pu découvrir en réalité qu'il y a eu quelques avancées. Ça, il faut le noter, notamment au niveau de l'hôtel. Maintenant, est-ce que les travaux recommencent? C'est ça le vrai problème. Mais il y a quand même eu une avancée. Il y a eu une absence de communication. Mais, si j'insiste, je dis, le travail, le problème de fond n'a pas été résolu. Et n'oublions pas que la première phase des travaux, notamment les travaux de fond sur le stade et la cour extérieure, ça a été réalisé par Razel au moment où on était menacé d'exclure pratiquement Olembe du tournoi. Et donc, ça a été résolu et jusqu'à une époque récente, eux-mêmes réclamaient encore de l'argent à McGill. Donc, c'est pour cela que je dis peut-être que le responsable de la communication du ministère des Sports pourra rassurer qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de mouvement d'humeur comme ce qu'on a vécu pendant 2022 à Olembe dès demain. Jean-Baptiste. Alors, mais je voudrais dire que on ne peut pas lire dans une boule de cristal, même si on peut rester dubitatif, parce que il y a eu des propos qui ont été donnés par les acteurs, en tout cas les principaux acteurs, le maître d'ouvrage et l'entreprise McGill, qui a parlé par l'intermédiaire de son vice-président. Maintenant, attendons ce qui va se passer demain. Je crois que pour avoir des éléments d'appréciation qui nous permettront certainement dans les prochains jours de voir si ce que les uns et les autres ont annoncé, c'était de bonne foi. Je souhaite également dire que ça fait quand même 1 an que les travaux à Olembe sont à l'arrêt. Personne ne pouvait imaginer qu'après une merveilleuse CAN que le Cameroun a pu organiser dans ce stade-là, il serait encore aujourd'hui question d'un certain nombre de travaux qui ne seraient pas finis. Et c'est à ce niveau-là que l'opinion publique ou le peuple camerounais est un peu, j'allais dire, désabusé, déconcerté, de savoir par exemple que, mais bon Dieu, dans un stade magnifique comme Olembe, il existait encore des travaux inachevés, notamment les travaux de la première phase. Et j'ai souvent dit que le stade d'Olembe, ou plutôt le complexe d'Olembe, a englouti plusieurs milliards. Et à un moment donné, on peut perdre son sang-froid lorsqu'on entend des milliards ici et là. Vous savez que cette affaire, en tout cas ce débat, intervient dans un contexte tout à fait particulier au Cameroun aujourd'hui, avec la vie chère. Lorsqu'on vous parle de milliards, alors que vous n'avez pas de l'eau à la maison, vous n'avez pas d'électricité, alors que tout a augmenté sur le marché, vous vous dites, bon Dieu, si on parle encore des milliards pour un stade, alors qu'il n'y a pas une compétition en vue en ce moment dans ce stade, c'est qu'il y a problème. C'est la presse, c'est vous qui avez amplifié. Non, c'est qu'il y a problème. Non, vraiment, on ne peut pas dire que c'est la presse, mais l'opinion suit ces affaires-là. Ce que je voulais dire, toute proportion gardée. Il faut que nous fassions aussi attention. Voilà, c'est vrai. Le contrat qui lie l'État du Cameroun à l'entreprise McGill, je ne sais pas si Lindo, vous l'avez vu? Nous ne l'avons pas vu. Mais ce que le peuple camerounais attend, et le devoir du journaliste, c'est de leur dire, comme le Cameroun est rentré sous contrat avec McGill, en lieu et place de Pitini, c'est que le travail sera achevé. Mais, le peuple se rend compte que le travail est complètement à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Sans vous couper la parole, avec la permission de Ferrin, je n'avais pas chuté tout à l'heure, lorsque je souhaitais dire par exemple que si McGill a perçu 42 milliards, pour les travaux d'achèvement en cours. Mais il va de soi qu'il y a 2 phases importantes. La première phase n'est pas achevée, celle qui consiste à construire complète et à livrer un hôtel 5 étoiles, 70 chambres. C'est dans la première phase. Il n'y a toujours pas, en ce moment, les gens étaient au stade l'autre jour, la construction du centre commercial n'est pas achevée. Est-ce que vous êtes sûr, c'est vous qui posez les questions, Séverin,
que sur les 42 milliards, en tout cas je ne sais même pas si les 42 milliards existent encore, parce que ça fait quand même un an que cette affaire-là existe, peut-être que les gens ont déjà même croqué les 42 milliards, est-ce que vous êtes sûr que dès demain, en mettant bout à bout les gens qu'on devrait payer, les sous-traitants qu'on doit payer, parce que c'est aussi une priorité, entre les sous-traitants qu'on doit payer et la poursuite des travaux, ne serait-ce que pour la première phase, est-ce que les 42 milliards sont suffisants pour boucler cette affaire? Voilà pourquoi on peut être un peu dubitatif. Encore une fois, la deuxième chose que je souhaite dire, et je conclue. Encore une fois, un problème de la presse. Voilà. 42 milliards, est-ce que... Vraiment, on ne peut pas nous interdire de nous poser également des questions. Mais on arrive à la conclusion. On est d'accord. Mais qui a pris l'engagement de reprendre les travaux demain? Qui a pris l'engagement? C'est McGill. Oui. Et c'est McGill qui travaille. Je voulais dire un mot. Oui, laissez-moi terminer. Oui. C'est McGill qui a pris l'engagement, c'est McGill qui travaille avec les sous-traitants. Et on nous a dit qu'il y a des négociations en cours. Je ne sais pas pourquoi, fatalement, on voudrait mettre en doute ce qui a été dit. Donnons la chance à ce qui a été dit. Peut-être que dès demain, on va donc vérifier si... s'il a pris cet engagement, si l'entreprise adjudicateur a pris cet engagement, certainement qu'il y a des possibilités de... Je suis parfaitement d'accord avec vous, vraiment sans confisquer et monopoliser la parole. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voudrais poser une question sur l'espoir qu'il y a de voir les travaux se poursuivre. Mais lorsque vous avez bien écouté et suivi l'intervention du responsable de McGill, il a dit pour la première phase, nous on est prêts. Mais pour la seconde phase, on n'est pas très sûr. Or, la seconde phase comporte la construction des terrains, des piscines olympiques, des terrains de volley, il y a même 2 terrains de basket. Là, il n'est pas sûr. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure, on peut reprendre ces extraits. Alors, vous allez nous dire, Jean-Baptiste, vous allez nous dire tout à l'heure ce qu'il y a lieu de faire pour que cette deuxième phase puisse s'achever. On va le... Non, mais il faut le financement. Vous comprenez déjà là où je veux en venir. Parce que les gens là vont demander encore les financements. Pour ça, avant que Gabriel prenne la parole, il y a tout au moins une expression qu'on évacue en écoutant ces deux orateurs. On parlait de rupture de contrat unilatéral. Cette fois-ci, j'ai l'impression que ce mot-là disparaît et qu'on est véritablement dans la logique de l'apaisement, dans la logique de faire avancer les choses. Du point de vue du droit, ça se comprend, ça rassure. Vous savez, en droit, on dit que ce que la volonté fait, la volonté peut le défaire, en matière contractuelle en tout cas. Un contrat, c'est un échange de volonté qui est destiné à produire un effet, en l'occurrence, permettre à l'une des parties d'accomplir une prestation, c'est-à-dire la fourniture de services, tel que ça a été envisagé dans le cadre de ce contrat-là. Donc, ce contrat a été envisagé par les parties. Il y a eu les difficultés qui sont intervenues, comme nous l'avons indiqué. Aujourd'hui, on ne parle plus de rupture de contrat. On était à quelques microns d'y parvenir. Aujourd'hui, les parties, encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, semblent être revenues l'une et l'autre à de meilleurs sentiments. Moi, je vous disais tout à l'heure qu'on est un peu sceptique parce que on juge, on peut présumer de ce qui va se passer demain à partir de ce qu'on a vu faire auparavant. C'est parfois ces faiblesses de la réalisation des promesses qui fait que les gens, l'opinion finit par être un peu désabusée, mais personnellement au fond de moi, je veux toujours donner une chance à l'espoir. J'ai du mal à comprendre comment des partis qui savent que demain, à échéance proche, quand on vous dit nous allons faire quelque chose, un projet en 2035, je peux comprendre que l'horizon étant lointain, peut-être que la perspective dans laquelle on s'est situé peut avoir été éventuellement obscurcie par un certain nombre ou alors que simplement le discours politique, l'élan du discours politique peut faire vendre à des gens, peut encourager à faire vendre à des gens quelque chose qui est mirifique. Bien. Or là, j'ai du mal à comprendre. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu nous prendre une formule comme on sait très bien en trouver dans le monde diplomatique ou politique, où dire voilà, très bientôt, les travaux reprendront incessamment, les partis sont en train, voilà. Comme cet incessamment n'a pas un horizon, un but, un cap, voilà, on peut tout y mettre. Bien. Or là, les gens vous disent,
avec une date, une échéance qui est précise. Demain. Il s'agit tout à fait de personnes qui ont pignon sur rue, qu'on connaît, qui sont des responsables. Voilà, moi je dis, encore une fois, on peut toujours multiplier à l'infini de bonnes raisons, et moi je les comprends, je suis le premier parfois dubitatif, être sévère, mais à partir du moment où les gens, vous pouvez pas lire l'avenir, mais que vous avez des personnes qui jouent aussi quand même, qu'on le veuille ou pas, leur crédibilité. Je veux dire, vous pouvez pas imaginer, peut-être que si on imaginait une seule seconde que le ministre soit dans un jeu, c'est un politique, je ne crois pas une seule seconde, d'ailleurs, soit dit en passant, que là-dedans ce soit le juriste qu'on voit. Parfois j'entends dire qu'il est juriste. Un juriste qui rentre dans une machine politique, il perd sa casquette de juriste. Il va jouer forcément, je pense que, et ça personne ne peut lui en faire le reproche. Chaque fois que vous avez la politique qui rentre dans des considérations, les principes de droit finissent toujours par se sauver par la fenêtre. Donc ce n'est pas le juriste que nous voyons là, c'est un homme politique et qui a un discours politique et une offre politique à proposer. Bien, on peut imaginer donc que dans le cadre de son discours politique, qu'il ait un discours qui soit un discours de circonstance. Mais en revanche, nous avons aussi d'un autre côté une personne dont la parole va compter, puisque c'est sa parole qui a un coût et qui lui donne la respectabilité. Alors, j'ai donc beaucoup de mal personnellement à imaginer que les deux aient pu s'entendre pour tous essayer de berner, alors que leurs intérêts sont en l'occurrence contradictoires. Donc je pense que pour ma part, même si on n'a pas toutes les infrastructures qui nous font défaut jusqu'à ce jour, il va au moins se déclencher à partir de demain quelque chose, un phénomène qui, espérons-le, au fur et à mesure d'évolution du temps, va peut-être conduire. Les sous-traitants et autres qui n'ont peut-être pas été payés ont peut-être ou reçu une offre qu'ils jugent sans doute crédible, ou peut-être y a-t-il eu effectivement... Bref, je ne peux pas imaginer, personnellement, que la parole de gens puisse être mise sur la place publique avec le doute réel qu'elle ne puisse pas faire jour demain. J'ai du mal à l'imaginer. Oui, c'est vrai, je voulais dire, pour revenir aux paroles de Jean-Baptiste Biaye, qui ne comprend pas, après avoir organisé une bonne CAN, qu'on puisse revenir sur les infrastructures. Pour lui dire que si Olembe ne s'arrêtait aux infrastructures sportives, on ne parlerait pas de chantiers qui ne sont pas finis. Parce que le stade principal de 60 000 places a abrité la CAN, nous avons vu. Et il y a les deux terrains d'entraînement qui abritent les matchs de MTN Elite One et Elite 2. Ça veut dire que aujourd'hui les infrastructures sportives sont fonctionnelles. Mais cette première phase ne s'arrêtait pas aux infrastructures sportives. Il y a le centre commercial, il y a l'hôtel de 70 chambres, 5 étoiles, il y a les salles de cinéma. Et il faudrait que, pour qu'on dise que les travaux sont finis, ne serait-ce que pour cette première phase, qu'il y ait finalisation de ces travaux jusqu'à la fin. Je dirais également que, peut-être avec le phénomène des réseaux sociaux, on pense que l'administration se fait sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Non, l'administration a ses canons, l'administration a des échanges. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'après la CAN, le ministre des Sports a été sur le terrain pour évaluer. Et le ministre a saisi toutes ces entreprises qui ont été mises en place pour mener ces chantiers. Le ministre, le débat a continué, les échanges ont continué. Mais le problème, c'est que il y avait incompréhension. Par exemple, sur la revue des financements qui ont été donnés, tout le monde ne voulait même pas accepter qu'on puisse s'asseoir sur la même table. Les autres, les uns des autres, ont dit, donnez-nous l'argent, nous on veut continuer pour finir jusqu'à la deuxième phase. Mais on ne pouvait pas le faire. Il fallait d'abord faire le point. Et le ministre l'a dit tout à l'heure, vous avez suivi. C'est pas lui qui a pris l'engagement de commencer les travaux demain. C'est l'entreprise adjudicataire qui est sur le terrain. Et le ministre, dans le communiqué que nous avons signé, parce que c'est nous qui avons signé, il a été question de mettre un accent particulier sur ceux qui sont sous le terrain. Mais il faudrait bien que le ministre prenne aussi l'engagement ferme, parce que non, mais il a pris l'engagement. C'est un conflit entre deux parties. C'est vrai. Parce que quand vous dites que le ministre n'a pas pris l'engagement, c'est le discours qu'on va entendre demain. Oui, il a pris des engagements en ce qui concerne le gouvernement. C'est un dossier colossal. Je voulais vous dire que si vous voyez comment les dossiers entrent, ne serait-ce qu'au niveau de la phase de préparation, chaque jour c'était des dossiers, parce qu'il n'y a pas que les financements qu'on donne. Il y a beaucoup de facilitations.
Par exemple, au niveau de la douane, il faudrait que l'entreprise fasse entrer son matériel sans qu'on puisse payer la douane. Et il y a beaucoup d'administrations. Le ministre est point focal. Quand on prépare la CAN, puisque c'est la CAF, quand la CAF arrive, c'est le ministre des Sports qui répond pour le compte du gouvernement. Vous n'avez même pas vu l'instance fêtière répondre de ces faits, parce qu'on sait que ce sont les gouvernements qui organisent. Donc le ministre est le point focal, il prend l'engagement pour le compte du gouvernement. Il a dit l'autre jour que le suivi sera assuré, les financements ont été donnés, les facilitations seront offertes. Donc le gouvernement a sa part et l'entreprise doit également faire sa part. Et on voudrait voir demain que cette entreprise est sous le terrain. Nous avons quand même constaté vendredi, peut-être la caméra ou les caméras n'ont pas suffisamment montré cela, qu'il y avait les représentants de ces entreprises sur le terrain. Est-ce qu'ils sont seulement venus pour les besoins? Pour la figuration. Oui, mais nous voulons demain voir ces entreprises, avec les ouvriers qu'on a vus sur le terrain, commencer effectivement le travail. Nous avons le doute, nous tous. On doute, nous voulons voir tout le monde passer à l'acte, réellement passer à la mise en œuvre des engagements qui ont été pris vendredi prochain. Je voudrais dire très rapidement, avec votre permission, que le stade d'Olembe, au-delà de tous les autres sortes, sont comme un bébé qui est né. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Et moi, je suis d'avis avec ceux qui pensent que aujourd'hui, après quelques querelles de clocher ici et là, nous devons aller vers l'apaisement parce qu'il faut sauver quand même ce bébé-là. Je suis parfaitement d'accord. Mais on ne peut pas éluder le fait que l'entreprise McGill et le maître d'ouvrage se sont retrouvés à Olembe après une réunion à la présidence. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? C'est vous vous étiez à cette réunion, nous n'y étions pas. Non, les gens suivent l'actualité. Peut-être qu'on a peur. La réunion a bel et bien eu lieu. Il faut qu'on continue donc à douter des actions. Non, et à ce niveau-là, c'est pour ça. Il y a eu des concertations à ce niveau. C'est pour ça que je mets un point d'honneur là-dessus, parce que lorsque, à un très haut niveau de la République, et on voit qui a présidé cette réunion-là, on subodore que ça peut être le chef de l'État qui suit personnellement ce projet. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, on peut aller vers l'apaisement. Si les deux acteurs, en Mondovision, télévision, devant les caméras, nous ont dit que ça va recommencer, ça veut dire qu'en très haut lieu, on leur a dit, monsieur, écoutez, laissez-nous votre affaire de bagarre d'époux et d'épouses là, allez continuer, parce qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est ce que l'opinion et le peuple attendent. On veut un stade. Si on ne veut pas le stade, on veut l'argent qui a été sorti pour le stade. Donc on ne peut pas à la fois perdre le stade et perdre l'argent qui a été débloqué pour ça. C'est ça le problème. Vous savez que comparaison n'est pas raison. Mais on a connu des problèmes dans ce pays. Les gens ont acheté un coucou qui a failli tuer notre président de la République ici. À un moment donné, on l'a demandé où est l'avion. Il n'y avait pas l'avion. Où est l'argent? Il n'y avait pas l'argent. Et tout le monde connaît comment l'affaire là s'est terminée. Je voudrais prendre également pour référentiel que, comparaison n'étant pas raison bien sûr, qu'en 1972, nous avons organisé une CAN. Et la deuxième CAN que le Cameroun organise, c'est plus de 50 ans après. Vous connaissez qu'en 1972, et pour le cas de l'hôtel, le stade Omnisport, ce stade-là n'a jamais été achevé. Vous le savez très bien. 50 ans après. Et les gens ont peur du syndrome à Olembe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engloutir beaucoup d'argent pour que ce stade-là. Mais regardez, je voudrais dire à Mondovision merci au président de la République. Vous savez, c'est notre papa à nous tous. Mais lorsqu'il consacre les stades aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas mieux que le stade de Olembe. Je pense que c'est tout ça qu'il faut sauver. Il faut savoir. Voilà. On parle beaucoup du complexe sportif de Lembe. Surtout que vous faites une référence, à mon avis, qui est un peu malheureuse à l'avion. Il se trouve que j'ai été dans ces procès-là. Il faut parfois un peu nuancer ce qu'on en dit, parfois. Bon, enfin, ce n'était pas le départ, quoi. Voilà, tout à fait. Je voulais juste corriger. Je ne peux pas être à vous. Non, parlons d'Olembe. À côté de vous, oui. Vous entendre dire quelque chose qui m'a l'air... on parle d'Olembe. C'est tout. On parle beaucoup du complexe sportif de Lembe. Beaucoup d'entre nous ont certainement gardé à l'esprit le beau spectacle qui a été offert pendant l'ouverture et la clôture de la dernière CAN. À quoi ressemble ce stade aujourd'hui, ce complexe? Eh bien, voyons-le dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Les travaux du complexe sportif d'Olembe vont reprendre selon le directeur général de McGill, l'entreprise en charge des travaux.
C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le responsable de l'entreprise. Les deux parties sont descendues sur le terrain afin de trouver une solution pour l'avancement des travaux. En dehors du stade, les travaux des autres compartiments du complexe sportif sont à l'arrêt. Différentes réunions ont eu lieu cette semaine afin que chaque partie puisse exprimer ce qui est en attente, ce qui est à clarifier. Le point aujourd'hui d'ordre est: nous sommes entendus, nous allons travailler sur différentes réunions pour pouvoir résoudre différents problèmes qui ne sont pas des points majeurs et bloquants. Ça fait 1 an qu'après cette magnifique CAN, chaque chose a pris des dossiers différents, des priorités différentes. Nous allons reprendre dès lundi la levée de ces réserves avec les sous-traitants et les partenaires afin de pouvoir clarifier ce point-là. Ici, sous les gradins, les travaux du centre commercial piétinent. L'accès est interdit, l'ouvrage est en arrêt depuis novembre 2021. L'entreprise adjudicataire va reprendre les travaux, mais il faudra trouver au préalable un terrain d'entente. Nous avons relevé, en tant que maître d'ouvrage, que au lendemain de la CAN, il y a eu un relâchement. Je t'ai même tenté de dire une interruption des travaux à Olembe, en dépit des importants moyens financiers, des importantes ressources financières déjà mobilisées par l'État et mises à la disposition de l'entrepreneur, à la disposition de l'entreprise McGill. L'hôtel et le centre commercial aujourd'hui ne sont pas un fantôme. Je peux comprendre que la conception dans l'ouvrage elle-même puisse poser question. Ce n'est pas une tour, ce n'est pas un centre commercial indépendant, tout est incorporé dans l'ouvrage. Mais ces chantiers-là existent et vont aussi reprendre avec toute la partie des demandes de clarification qui sont faites au maître d'ouvrage, essentiellement liées à des futurs concessionnaires. Dans l'aile nord de l'infrastructure futuriste, l'hôtel sorti de terre est également en attente de finition. Un hôtel 5 étoiles qui va abriter 70 chambres au standing. Le projet a absorbé 155 milliards de francs CFA. C'est déjà 14 000 mètres carrés qui sont entièrement recouverts. 3 salles de cinéma d'une capacité de 144 places chacune pour un taux d'exécution de 70%. Nous avons régulièrement des sollicitations en termes de visites, en termes même d'événements culturels, voire sportifs. Et nous nous attelons à répondre à ces demandes-là, parce que c'est aussi cela le complexe sportif d'Olembe, c'est-à-dire un lieu du donner et du recevoir. Ces travaux sont donc en attente d'un véritable coup d'accélérateur. Le complexe sportif d'Olembe livré va donc être le centre d'attraction de tout un peuple, le peuple camerounais. Alors, nous avons écouté le vice-président, représentant de McGill, on a écouté le ministre et sur la base, nous avons dit au départ, il y a un contrat commercial. Nous ne maîtrisons pas les clauses de ce contrat, mais si nous regardons ce qui est dit dans la presse, à travers des communiqués qui nous viennent de partout, il y a un problème de surcoût. Il y a un problème de surcoût. Et la question que le professeur posait tout à l'heure, à savoir est-ce que finalement on va oublier ces différents aspects pour avancer, cette question doit être posée. Bon, maintenant, quels sont selon vous les schémas possibles pour que ça avance? Pour que ça avance, parce que demain on attend le stade, on passe par où? Vous nous empêchez de lire dans une boule de cristal, mais vous nous y invitez quand même. C'est vous qui avez commencé à lire dans une boule. Oui. Vous savez le problème qui se pose. Pour avancer, il faut bien baliser le chemin. Le mode de gestion des marchés de la CAN est problématique. C'est quoi la task force? Quel est le mécanisme de fonctionnement de la task force? Parce que c'est une boîte noire. Le maître Assira, c'est eux qui parlent de ces affaires dans les amphis. On parle de boîte noire et autres. C'est une boîte noire plutôt vouée à l'obscurité. Parce que dans le schéma de fonctionnement des marchés publics, on n'a pas prévu cette task force. Aujourd'hui, c'est elle qui attribue les marchés. Quand vous regardez le problème qui se pose aujourd'hui, vous vous rendez compte que le schéma même de paiement des factures est tellement complexe. Tout ce que nous avons vécu ces 2 dernières semaines, on n'a pas entendu parler les autres acteurs. On a entendu parler le ministère des Sports qui est maître d'ouvrage et qui valide les décomptes.
on a entendu parler, dans une certaine mesure, le secrétariat général de la présidence qui valide les décaissements, qui ordonne les décaissements. Mais ces paiements, selon ce que je connais, c'est que en réalité, on devrait partir. On n'a pas entendu parler des GIS aujourd'hui, qui assure la maîtrise d'œuvre. Peut-être que Gabriel Loga pourra nous en expliquer, mais il y a quand même un problème, c'est que on part quand même de la maîtrise d'œuvre pour l'ingénieur de marché, qui est jusqu'ici, sauf si c'est très complexe. L'organisation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. S'il faut tenir compte de la gestion des marchés publics dans le cas courant, c'est que il y a l'ingénieur de marché qui devrait intervenir, et l'ingénieur pour le moment devrait être le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics a participé aux travaux de la présidence de la République. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une situation d'urgence, hein? Il faut sauver ce qu'il est encore. Il y a quelle urgence? Nous n'avons pas la CAN dans 2 mois. Il faut que les travaux reprennent. Il faut que les travaux reprennent, que les Camerounais voient ce complexe-là achevé. C'est une urgence. Peut-être que pour vous, ce n'est pas une urgence. S'il faut à tout prix que les travaux reprennent, et je crois que Jean-Baptiste Biaye annonçait cela dans une certaine formule enveloppée. C'est qu'on va finir par nous dire qu'on va encore recourir vers un prêt bancaire pour achever ce marché. Ce qu'il y a encore dans cette cagnotte devrait pouvoir terminer la phase 1 et la phase 2 du projet. Mais il y a des acteurs qui ne parlent pas, mais qui ont quand même joué un rôle important. Il y a des banques, il y a des institutions financières, il y a la Banque de Crédit Export, la Standard Chartered Bank, la BPI. L'argent est logé dans les comptes de la Standard Chartered Bank. Maintenant, il y a Aegis, qui assure la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas parlé jusqu'à présent. S'il y a eu des décaissements, ça devrait tenir compte de l'évolution du chantier et de la qualité de l'ouvrage. Est-ce qu'on respecte le cahier de charges? Ça, c'est ce qui est prévu. Mais Jean-Baptiste il parlait déjà de 42 milliards décaissés. Oui, quand vous regardez les dates des décomptes, quand vous regardez les dates des décomptes, il y a un problème. Parce qu'il semble qu'il y a eu des décomptes pendant qu'il n'y avait plus de travaux sur le chantier. Alors, qu'a fait le maître Aegis, qui devait contrôler les travaux? L'ingénieur de l'État, et puis le service des marchés du ministère des Sports, qui est en réalité maître d'ouvrage dans cette affaire. Ces 3 préalables, ces 3 étapes devraient être respectées avant décaissement. Mais on se rend compte que à chaque fois, le ministère des Sports a validé, et puis la task force a décaissé, a ordonné le décaissement. Maintenant, si vous voulez qu'on avance, il faut bien résoudre le problème de cette chaîne de commandement qui, visiblement, n'a pas été respectée. Parce que si on vous dit qu'il y a eu des décaissements, en tout cas les documents que nous avons consultés montrent qu'il y a eu des décaissements pendant qu'il n'y avait pas travaux sur le chantier. Et donc, en ce moment, pour qu'on puisse avancer, il faut peut-être évaluer l'utilité de la chaîne de commandement. Est-ce qu'il faut continuer avec la task force? Est-ce qu'il faut abandonner, laisser la charge de la maîtrise d'ouvrage entièrement à la charge du ministère des Sports? Parce qu'en réalité, c'est lui qui visite le chantier. Nous l'avons régulièrement vu, c'est le ministre des Sports qui est régulièrement sur le chantier et qui vous dit ça avance. Ça avance jusqu'à ce qu'on se rende compte que tout est bloqué. Donc peut-être qu'il faut, pour avancer, remettre l'entière responsabilité, l'entière charge au ministre des Sports pour avoir un peu plus de visibilité. Oui, allez-y. Votre question est assez complexe. Elle a l'air simple comme ça sur le principe. Parce que si je vous donnais une réponse de Normand, je vous dirais que ce sont les partis. Il faut des hommes pour pouvoir respecter un contrat et lui donner vie. Le seul ennui, c'est que ces contrats, notamment celui avec McGill, pose problème parce que les instruments juridiques qui encadrent le contrat comportent souvent des clauses de confidentialité qui, à mon avis, justifient largement que McGill lui-même n'ait pas la maîtrise
totale de l'environnement. Il n'a pas choisi, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contrat dit EPCM, voilà. Il n'a donc choisi aucun des sous-traitants avec lesquels il va devoir travailler. Bien, donc dans ces conditions-là, comment va-t-on imaginer qu'il puisse prendre un engagement ferme, définitif, voilà, c'est ça qui rend la chose difficile. Mais sinon, évidemment qu'a priori, la base pour qu'un contrat puisse fonctionner, c'est d'abord que les parties respectent leurs engagements. Moi, je vous dis, ma réserve, c'est est-ce que tous les engagements sont effectivement mis à la disposition de ces co-contractants? C'est ça qui est ma petite hésitation. Après, il va y avoir évidemment d'autres questions. Il y en a beaucoup dans ce type de contrat. Qui devra supporter éventuellement les risques? Vous avez des garanties d'achèvement. Quand on sait que les travaux ont commencé sous un prestataire, oui, sous Pitini, et que par la suite vous avez quelqu'un d'autre qui est censé prendre le relais, moi je veux dire, si je suis à la place du nouveau venu, est-ce que quelque part dans mon esprit je ne risque pas d'être un peu plus laxiste? C'est-à-dire que c'est pas une suspicion, c'est une réflexion globale d'ensemble. Je voudrais déjà rendre hommage à cette société qui n'est pas venue là par hasard. C'est en raison de ces états de service, pas seulement à l'étranger, puisque elle a eu à prouver sur le terrain, voilà, à travailler déjà au Cameroun, qu'elle a été choisie pour venir en rattrapage de ce qui n'a pas pu être terminé. Donc je veux bien lui accorder le bénéfice. Mais il n'en demeure pas moins que l'état d'esprit dans lequel vous travaillez, comme étant vous-même en front office, n'est pas le même que lorsque vous intervenez en sachant que d'autres personnes peuvent éventuellement partager la responsabilité d'un certain nombre de choses, de non-façon, de malfaçon. Voilà. Donc, je pense, de mon point de vue, que nous devrions croiser les doigts, faire toutes les prières, faire nos chapelets, et espérer que tout va finir par se dérouler. Mais nous sommes dans un pataquès incroyable, de mon point de vue. Et bon, la seule analyse que nous puissions faire, quand on est invité, comme vous nous en faites l'hommage et l'amitié, c'est tout simplement d'attirer l'attention de ces personnes-là sur ces problématiques, parce qu'elles sont potentielles. Encore une fois, je vais être prudent et dire que n'ayant pas l'ensemble des éléments, nous ne pouvons pas raisonnablement émettre une opinion qui soit tranchée et définitive. Il n'en demeure pas moins que nous devons quand même attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur des questions qui peuvent être non plus, qu'il ne faudrait pas éluder. L'intervention de l'Innovi tout à l'heure posait un problème de gouvernance autour de ce projet. Ça, nous sommes tous d'accord ici qu'il y a eu ce problème de gouvernance, mais est-ce que ce problème de gouvernance justifie l'arrêt? Si oui, comment contourner la difficulté et pouvoir avancer? Je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir rester sur une table et échanger. Vous savez, ce genre de projets, ce sont des projets complexes qui évoluent, Maître l'a dit tout à l'heure, au fil du temps. Mais je voudrais peut-être revenir sur des choses qui ont été dites. Par exemple, M. Njo a parlé du cas des Aegis. Il revient au contrat avec Pitini parce que Pitini assurait la maîtrise d'œuvre. Aegis a assuré la maîtrise de Pitini. Avec le contrat EPCM, cela n'a plus été la même chose. Parce que le contrat EPCM n'a pas eu de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que Aegis n'a pas continué. Le maître d'ouvrage, le ministère des Sports, et surtout le co-contractant, Magil, avait une responsabilité dans ce domaine. Et je voudrais également, pour revenir à ce que Maître a dit, ce n'est pas le ministère des Sports qui choisit les sociétés qui sont sur le terrain. Les contrats sont signés entre le contractant Magil et les sous-traitants. C'est ce qui a été fait. Mais c'est pas Magil qui a signé avec les sous-contractants actuels. C'est ce que je voulais dire. Non, je veux dire que quand Magil est venu, Magil a signé ce contrat avec les sous-traitants qui sont sur le terrain. C'est pas le ministère des Sports. Lorsque vous regardez le contrat, c'est entre Magil et les sous-traitants. Il les a pas choisis. Alors, justement, Magil justement dit que ce sont les sous-traitants du gouvernement parce que il les a pas choisis. Qui les a choisis. Tout à fait. Il les a pas choisis. Nous n'allons pas commencer le débat. On va éviter de rentrer sur il a posé une question fondamentale. Que faire pour que les choses avancent? Moi, je crois que la première chose, la chose la plus importante, c'est de s'asseoir sur une même table et discuter. Parce que entre la signature du contrat et aujourd'hui, les choses peuvent changer. Parce que je dis, sous la pression de la CAF venait peut-être des choses qui ne sont même pas dans le cahier des charges. Il vous dit, non, nous ne voulons pas que la porte
soit ici, il faut changer. Ça demande d'autres manières de voir. Donc, la première chose, il faudrait s'asseoir. La deuxième chose, il faudrait recadrer les interventions et même les aspects qui sont liés au budget. Peut-être avant, pour la deuxième phase, et c'est ça qui faisait également problème, le ministre dit, mais il faudrait d'abord qu'on termine la première phase. On ne peut pas aborder la deuxième phase sans pour autant finir la première phase. Donc, la première chose, asseyons-nous, regardons ce que les 42 milliards ont servi, et puis on regarde la suite. Je pense que c'est très important, et il me semble que les réunions qui se tiennent, Magui l'a annoncé, et on a vu ça vendredi sur le terrain. Ces réunions vont permettre que toutes ces incompréhensions soient aplanies. Ne serait-ce que pour que la première phase finisse et qu'on aborde la deuxième phase en toute transparence, comme nous avons suivi les déclarations d'intention vendredi dernier à Olymbe. Il y a quelque chose de très On revient sur vous, vous avez la parole à la fin, ne vous inquiétez pas. Hein. Le sujet se rapportant, vous aurez encore de la matière dès demain. Hein, parce que si les travaux recommencent. Le sujet se rapportant au complexe sportif de Lembe a intéressé la presse cette semaine. Tout le monde s'est engouffré dans ce couloir. Les avis sont partagés, bien sûr. Le relevé de presse de la semaine est signé Laetitia Onana. Complexe sportif d'Olembe, l'interruption des travaux depuis la fin de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 fait couler beaucoup d'encre dans la presse cette semaine. L'économie quotidienne relate par exemple le calvaire des sous-traitants, dont 12 PME camerounaises sans paiement depuis octobre 2021. L'autre image choquante de cette scabreuse affaire, note Terre Promise, est la résiliation unilatérale par la société canadienne McGill Construction de son contrat avec le Cameroun. Le chantier du complexe, qui a englouti des centaines de milliards de francs CFA, mérite pourtant une seconde chance. Elle viendrait peut-être du conclave Ngongo, Mwele Kombi et Franck Matière, dont parle Émergence. Entre-temps, sur les gradins, ça chauffe. Le 12e joueur demande déjà des comptes d'après le messager, pour qui l'arbitrage du chef de l'État est requis aux fins d'identifier, neutraliser et punir les coupables du chantier à l'arrêt. Et si au regard de tout ce qui précède, l'essentiel estime qu'Olembe est frappé d'un mauvais sort, Réalité Plus donne davantage de raisons d'espérer. Revirement de situation, McGill dit être prêt à reprendre les travaux du complexe dès le 16 janvier. Une reprise dans le strict respect des conditions posées par le ministre des Sports, souligne alors le même journal. La revue de presse se referme. Place au débat. La situation telle qu'elle est décrite avec nos infrastructures sportives n'est pas très loin de ce qu'on vit dans les principaux corridors d'Afrique centrale. La circulation des personnes et des biens n'est pas la chose la plus facile entre Douala et Bangui, entre Douala et N'Djamena. Les automobilistes doivent non seulement prouver leur identité, mais aussi affronter les foyers d'arnaque et de corruption savamment entretenus. Pour contourner la difficulté, les chefs d'État de la CEMAC ont mis en place un outil assez fiable. Il s'agit de l'Observatoire régional des pratiques anormales. Allons donc apprécier le bilan des activités de cet observatoire pour le compte de l'année 2022 en regardant le docteur Francial Giscard Baudin Libengue Dokele Poka. Il est directeur général de l'ICA. L'ICA, c'est l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquée, une institution spécialisée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Si, il y a déjà eu des actions qui peuvent rassurer et nous allons continuer à intensifier. Je peux prendre l'exemple des deux pays, la République centrafricaine et le Cameroun par exemple. À l'heure où je vous parle, un Camerounais peut aller en Centrafrique avec sa carte d'identité nationale, sans qu'on demande un laissez-passer, tout comme sans qu'on demande un passeport, mais il peut aller avec sa carte d'identité nationale, moyennant une présentation au niveau des polices de frontières.
Donc ça, c'est déjà des avancées. Et nous continuons à faire notre travail surtout, puisque jusque-là, présentement, je préfère vous dire que notre projet ne concerne que les marchandises en transit jusque-là. Et donc, il va y avoir peut-être dans l'avenir, si les moyens seront fournis par les États, seront trouvés par les États, on pourra élargir le champ de ce projet pour nous occuper maintenant de tout ce qui est transport sur les différents corridors, les échanges commerciaux entre les deux États. Vous savez que parfois quand on importe des véhicules, par exemple pour aller en N'Djamena, ces véhicules-là subissent des tracasseries en cours de route. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de suivi jusque-là que les données ne sont pas publiées. Mais pour nous, dans notre cas, après avoir fini ce volet, nous allons peut-être élargir et regarder les autres aspects de pratiques anormales sur les corridors. Donc, nous allons continuer à intensifier nos actions, à publier les résultats que nous avons et à aussi organiser des ateliers pour informer les décideurs à chaque fois et aussi procéder à pourquoi pas à des descentes sur terrain avec les autres, avec les décideurs. Je vous informe qu'au niveau de la communauté, présentement, grâce au travail que nous avons pu faire, la communauté décide de mettre en place des brigades pour traquer les auteurs de pratiques anormales sur les différents corridors. Ça, c'est aussi une avancée. Et nous soutenons vivement ce projet de mise en place des brigades qui a déjà été validé par le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, Jean-Baptiste, vous discutiez la parole tout à l'heure, vous l'avez ? Écoutez, non, c'était simplement pour coller quand même à ce dossier tout à fait déjà important, une petite observation, parce que il y a des acteurs qui nous ont dit par exemple que les travaux reprennent demain, mais je crois personne, je peux me tromper, personne ne nous a dit quand est-ce que ces travaux-là seront livrés, tant pour la phase 1 que pour la phase 2. Les négociations vont peut-être nous le dire après. Oui, à partir du moment où il n'y a pas cette échéance-là, ça pose véritablement de problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être attend-on les financements de quelque part. Je voudrais exonérer M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique de cette affaire, étant entendu qu'il est le maître d'ouvrage et que ce n'est pas lui qui finance. Parce que les financements viennent d'ailleurs. Et on peut bien comprendre que McGill, qui en réalité espère se faire entendre à un niveau de la République pour bénéficier d'autres financements, peut à un moment donné ou à un autre, je ne voulais pas le dire puisqu'on est dans l'apaisement, ignorer le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais vous avez vu comment est-ce qu'il y avait des positions tout à fait tranchées au départ. Ne revenons pas sur ça. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais on a très bien vu la rapidité avec laquelle les correspondants sont parvenus sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même, en tout cas, semble être conspiratisé derrière cette affaire aujourd'hui. Maintenant, répondez à ma question. Donc, pour répondre à votre question, parce qu'il est question de sauver ce qui peut encore l'être, de sauver les meubles, c'est dans le jargon. Parce que quand le mal est un peu fait, il faut voir. Je salue à sa juste valeur l'idée de s'asseoir sur une table de négociation pour trouver les solutions. On a toujours dit que lorsque il y a un problème qui oppose des individus, il faut faire ce qu'on appelle un gentleman agreement. S'asseoir sur une table de négociation, et je salue à sa juste valeur le fait que la réunion ait été convoquée à la présidente de la République avec tous les acteurs, le maître d'ouvrage, et puis Pichini, et qu'il y ait eu une entente pour la reprise. McGill, pour qu'il y ait une reprise. Maintenant, ce que nous pouvons souhaiter à l'avenir, c'est que cette dynamique qui a été instituée se poursuive. Pour que dans l'opinion, on n'entende plus des sons de cloche discordants, de manière à ce que ça puisse mettre un caillou dans la chaussure, en tout cas dans la mauvaise progression des travaux du complexe d'Olembe. Lindo, il faut quand même avouer que nous tous, nous avons intérêt à éviter que ce
conflit-là, ce litige soit porté au tribunal au niveau international, parce que à la fin, c'est nous qui perdons. Les banquiers vont se rétracter. Même s'il y avait de l'argent à nous donner, ils ne vont plus continuer à donner cet argent. Là, il faut aplanir tous les différends. Oui, puisque à un moment, on peut avoir l'impression que le Cameroun n'est pas un pays crédible, surtout que c'est des marchés dont les coûts sont un peu plus gonflés qu'ailleurs. En tout cas, on ne va pas revenir sur ça. J'espère que la nouvelle expression a vérifié cela. Ce n'est pas la nouvelle expression qui parle. Je peux me faire le porte-parole de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui ont quand même constaté à un moment que les coûts des projets au Cameroun sont un peu plus relevés que dans d'autres pays de même niveau économique. Donc en réalité, ce n'est pas la nouvelle expression qui parle, ce n'est pas le reporter Lindovin Dio qui parle, c'est quelqu'un qui suit un peu ses affaires. Mais pour dire que on devrait logiquement se dire que il y va de l'image du Cameroun et telles les divergences. Telles les divergences, mais rendre compte aux contribuables camerounais. Parce que ces endettements et autres, c'est le peuple camerounais qui endosse à la fin. Jean-Baptiste a évoqué le financement tout à l'heure. Quand McGill arrive, il nous annonce quand même qu'il vient avec une cagnotte. McGill n'a jamais mis un franc dans ce projet. Et pourtant, ils nous ont annoncé qu'ils venaient avec de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun qui doit se battre pour trouver les financements. Et puis, pour qu'on lui dise après que rien n'a avancé. Je force l'espoir parce que les téléspectateurs n'ont peut-être pas suivi toute l'interview de Franck Matière, mais en l'écoutant, je vous assure qu'il y a des doutes. Parce que il ne dit pas toujours. Quelqu'un qui est habitué à vous dire des choses aujourd'hui, demain, il ne les reconnaît plus ou ne les applique pas. Lindo, est-ce que ça ne peut pas se comprendre? Le chantier est à l'arrêt depuis 1 an. Ça doit reprendre demain. Et on nous annonce des négociations en cours. Est-ce que vous pensez que d'un geste de la main, on va régler tout à la fois? Est-ce qu'on ne peut pas penser que ces questions-là seront posées sur la table et trouver... Ces questions vont forcément être posées. Sauf que, quand on parle de financement, quand Franck Matière annonce à la première visite de la presse sur le terrain, dès la reprise des travaux par McGill, personne ne lui a forcé la parole pour qu'il dise que McGill vient avec des financements. Mais si ces financements ne sont pas arrivés, c'est aussi à lui d'expliquer pourquoi c'est le Cameroun qui doit se battre pour trouver de l'argent aujourd'hui pour continuer ses financements. On ne va pas lui tordre le bras. Faisons quand même attention parce que nous n'avons pas les termes du contrat. Oui, nous n'avons pas les termes de contrat, mais nous tenons compte de leurs déclarations. Ça, ce sont les déclarations de Franck Matière. Peut-être que j'aurais dû venir avec cette interview qu'il a accordée. Non, on ne dit pas de ce qu'il a dit. Mais donc, pour dire qu'en réalité, si vous avez un partenaire qui change de parole tous les jours et qui, du jour au lendemain, peut décider de s'en aller et puis vous dit qu'en fait, c'est parce qu'il y avait des incompréhensions, alors qu'il a annoncé, il a écrit au ministre des Sports pour annoncer, je crois que c'était le 5 décembre 2022, qu'il allait résilier le contrat. On ne parle plus de résiliation aujourd'hui. On n'est plus au niveau de la résiliation du contrat, mais je pense que le Cameroun doit être prudent. Je crois que le Cameroun doit rester prudent. Plus aucun franc ne devrait sortir sans qu'on sache quelle direction ça devrait prendre. Parce que le Cameroun a besoin de ces infrastructures. On en a assez d'être insultés à travers le monde, que nous soyons un pays de sportifs et que nous n'ayons pas d'infrastructures. Le chef de l'État, pour une fois, a compris la jeunesse et est en train d'investir. Pour une fois, il faut donner la chance au président de la République d'aller au bout de ces projets, parce qu'aucun projet engagé par le chef de l'État depuis pratiquement 12 ans n'a abouti sans qu'on ait entendu des éclats de voix. Il a annoncé le 31 décembre 2011 que dès janvier 2012, le Cameroun serait un vaste chantier. On n'a pas vu ce chantier véritablement. Maintenant, prions Dieu. Les autres ont demandé qu'on prie Dieu. Chacun devrait prier Dieu que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui ont décidé. Oui, ce n'est pas une église, mais il faut croire, il faut prier.
Parce que c'est en réalité de cela qu'il est question. Vous ne pouvez pas vous endetter autant pour construire votre pays et que rien n'avance. D'accord. Vous dites que il n'y a pas quelque chose d'anormal. Il faut prier pour que les cœurs des gens changent, pour que le Cameroun puisse atteindre vraiment la vitesse de croisière. D'accord. Gabriel, il faut éviter l'escalade. Oui, je pense qu'il faut éviter l'escalade. On a failli même atteindre cette escalade, mais peut-être Maître Assira va me demander. Les deux parties. Hein, on dit trivialement qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je pense que la sagesse a été de mise pour que McGill revienne à de meilleurs sentiments. Maintenant, tous nous sommes d'accord sur ce plateau que les paroles seules ne suffisent pas. Je voudrais dire également que le Cameroun est devenu aujourd'hui un centre de gravité pour l'organisation de grands événements sportifs. Il faudrait que nous méritions cela à travers des infrastructures sportives futuristes, telles que le complexe sportif de Lembe. Lorsqu'il sera à sa fin, ça va être un milieu de vie. Peut-être je ne l'ai pas dit suffisamment au départ, parce que nous aurons un centre commercial. Vous venez voir votre match. Avant d'aller voir le match, vous passez par le centre commercial. Vous pouvez aller voir les films sur le sport, sur d'autres activités après, avant d'aller au match. Donc c'est un milieu de vie tel que le veut le chef de l'État. Il faudrait que cette infrastructure se termine. Et il faudrait également préciser que, je vous ai dit au départ, on parlait de McGill et de Lembe parce que ce sont des infrastructures qui se trouvent à Yaoundé. Mais le problème doit être général pour l'ensemble des infrastructures qui ont été concernées par la CAN. Et c'est ce que le ministère des Sports fait, pour le moins en ce qui concerne les infrastructures sportives. Et ça ne va pas être un secret que je vais mettre dehors pour dire que dans quelques jours, il va reprendre le même cheminement, à Garoua notamment, parce que je vous ai dit l'entrée à l'entame de l'émission que Garoua a failli être mis de côté en tant que site de la 33e CAN. Donc il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir rencontrer les désirata du cahier des charges, et cela a été fait. Il faudrait revoir tout cela, tous les contrats. Peut-être pas seulement en sport, il y a eu d'autres activités, les routes, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est davantage... Comme nous parlons des infrastructures sportives, il faudrait qu'on... C'est Lembe qui nous intéresse ce soir. On essaie de voir tout ce qui s'est passé pour que l'ensemble, parce que le Cameroun, c'est pas seulement au Lembe. Vous avez vu pour l'organisation la CAN, il y a eu un site à Garoua pour la zone sahélienne, un site pour les Grassfields à Bafoussam, un autre site à Limbe, un site à Garoua. Donc, dans le cadre du maillage territorial, il faudrait que nous ayons des infrastructures à même de recevoir ces grands événements sportifs dans l'avenir. Maître, il faut éviter que les partis engagent une procédure d'arbitrage international, parce que ça, il faut dire aux Camerounais aussi, c'est là un coût et c'est l'argent qui part de nos poches. Oui. Alors, peut-être avant de répondre à votre question sur le coût de l'arbitrage, je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'on donne un peu un sentiment de faire un sentiment anti-McGill. Parce que moi, je pense que vous preniez McGill ou que vous preniez n'importe quel autre acteur avec lequel les pouvoirs publics traitent, le résultat est presque toujours le même. Donc, je me demande si la responsabilité n'est pas de notre fait, d'abord, avant tout. D'autant que quand vous prenez les mêmes chantiers dans des pays, si on passe l'expression à gouvernance normale, ordinaire, le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire, avec les mêmes acteurs, vous arrivez à des résultats qui sont beaucoup mieux maîtrisés en termes de durée et en termes de coût. Donc, il faut remettre les choses en place. Je crois que la responsabilité n'est pas au niveau de nos interlocuteurs. Et il n'y a personne qui vient avec un pistolet braquer nos responsables politiques ou autres. S'ils arrivaient à partir de là avec un pactole, c'est parce qu'on leur en aura offert la possibilité. Donc ça, c'est également une chose qu'il faut peut-être qu'on garde continuellement à l'esprit. Maintenant, cela étant, je voudrais indiquer que cet argent, malheureusement, qui est dépensé pour des stades, je suis content avec ce que tu disais tout à l'heure, aurait pu nous poser un problème de hiérarchie des priorités. Moi, à titre personnel, je dois dire que au départ, je bats toujours ma culpe quand je pense que je me suis trompé. Au départ, je pensais que ce n'était pas la priorité.
Mais une fois que ça a été fait, au regard de ce que ça offrait comme prestige, j'ai fini par adoucir un peu mon acrimonie et me dire, bon, après tout, pourquoi pas? D'autant que ce stade me semble être classé au nombre des meilleurs. On parle de l'infrastructure sportive en elle-même du stade. Donc, de ce point de vue, on aurait pu se demander si c'était vraiment une priorité, même si les choses avaient été faites en maîtrisant le coût. Or, là, aujourd'hui, le surcoût qu'on peut observer en raison des prébendes ou des attitudes parfois qu'on peut craindre, le tout va naturellement retomber sur la communauté nationale que nous sommes, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Je ne pense même pas que nous-mêmes nous aurons assez de notre vie pour pouvoir payer, ça veut dire nos enfants, voire nos petits-enfants. D'autant que si vous y rajoutez donc, par conséquent, un autre surcoût supplémentaire qui serait celui résultant de la bataille au niveau des juridictions, là, je vous assure que parce que ce coût est également relativement prohibitif. En général, la plupart des centres d'arbitrage sont à peu près alignés. Pour faire simple, les frais d'arbitrage, il faut compter à peu près au niveau des frais de secrétariat et autres, l'équivalent d'environ 15% de la valeur du litige. Donc, à côté de cela, vous avez évidemment des incidents qui peuvent intervenir en cours de route, qui peuvent donner lieu soit à l'intervention d'experts, soit éventuellement à l'intervention d'interprètes, puisque ces contrats ne sont pas toujours rédigés dans la langue que comprennent forcément les arbitres, ce qui, au regard du volume et de l'importance, augmente la charge. Il peut y avoir des descentes. Bref, des actes d'instruction qui vont augmenter, et puis surtout les honoraires d'avocats. Ce sont des prestations qui ont des enjeux relativement importants, qui exigent une spécialisation au niveau des avocats, et le tout a un coût. Donc je pense que si on pouvait éviter de rajouter le malheur au malheur, à mon avis, on devrait déjà être heureux de ne pas pouvoir avoir pire que ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'on n'est pas vraiment en très bonne posture. Jean-Baptiste, juste une phrase. Hein, Non, simplement pour me rassurer que toutes les infrastructures sportives et Olembe seront suivies au jour le jour et seront maintenues. Le problème de maintenance, parce qu'au-delà de la poursuite des travaux demain pour la phase 1 et la phase 2, il y a d'abord le stade qui crée d'abord des problèmes de maintenance en ce moment. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Parce qu'il y a les écailles de pangolin là. Vous n'étiez même pas au stade peut-être, entre-temps. Depuis un an, en tout cas depuis la fin de la CAN. Vous savez que les écailles de pangolin là ne sont plus complètement posées sur le stade. Vous savez que les gens n'ont pas tondu le stade là depuis plusieurs mois. Vous savez qu'il se pose un problème de maintenance au stade. Comment on fait pour une grosse institution comme ça qu'on n'y ait pas de suivi et de maintenance? Ça c'est pour le stade Olembe. Il y a beaucoup d'autres stades. Gabriel a dit, le Garoua, ainsi de suite. Entre-temps, on n'a pas une Coupe d'Afrique des Nations. On n'organise pas de grands événements dans ces stades. Mais comment on fait pour maintenir ces bijoux-là qui ont englouti beaucoup de milliards d'argent? Donc, j'ai un souci à ce niveau-là. Et puis, je termine par là où le prof est sorti, sans toutefois redire exactement ce qu'il a dit. C'est la question des enjeux. Parce que le stade d'Olembe, au-delà des autres stades, il y a un enjeu diplomatique énorme. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut saluer la sagesse de M. le Président de la République. Je présume qu'il a toutes les cartes entre les mains, compte tenu de ces enjeux, où il y a à la fois les Canadiens d'un côté, les Français de l'autre, il y a peut-être d'autres nationalités qui se battent là. Et il calme le jeu, il dit, donnez-moi le stade, négocier, aller sur une table de négociation, donnez-nous le stade, tout le reste, au lieu de nous produire des batailles spectaculaires inutiles dont on se serait passé. En tout cas, je vous ai dit dès l'entame que ce qui importe pour le petit Camerounais que je crois représenter sur ce plateau, moi je suis d'une famille pauvre. Le Camerounais. Voilà, je suis d'une famille pauvre. Le gars, on ne peut pas parler des milliards dans un contexte où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, la vie est chère, tout a grimpé sur le marché et les gens se bombent l'hôtesse à parler des milliards comme si on parlait des beignets. Donc voilà. Ça là, vraiment, il faut taire les querelles et nous sortons par là. La dynamique qui a été impulsée de négocier avec les partenaires, d'aplanir les divergences, je pense que c'est une belle dynamique. Et nous autres, nous sommes prêts à accompagner cette dynamique-là parce que nous avons toujours pensé que
rien ne se fait dans le désordre. Tout se fait dans la paix, tout se fait dans la concertation. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités. Merci de nous avoir permis d'aborder ce sujet sous un angle bien particulier. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. Bonne suite des programmes sur la CRTV à dimanche, s'il plaît à Dieu.